Bonjour, Monsieur Abdelmoulaye Medani. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'ANAPEC. Monsieur Medani, la formation fait partie intégrante du processus de la transformation digitale. Quel est le plan d'action de l'ANAPEC dans ce sens? La formation fait partie de toutes les dynamiques de développement, que ce soit du digital ou de l'agro, je ne sais pas quoi d'autre, ou de l'industrie. La formation est au cœur. Pourquoi? Parce que la ressource humaine est le facteur de production fondamental. Et contrairement aux autres facteurs de production, il ne peut pas être mis à la charge de l'opérateur économique. Et c'est toute la communauté qui supporte la charge et le coût de la disponibilité de la ressource humaine. C'est ce qui fait que l'éducation et la formation, ils font partie de la chose publique. Ils ne font pas partie de la chose purement privée, quoique on peut développer la formation par des intervenants privés. Alors par rapport à votre question, effectivement, la transformation digitale est très liée à la capacité de l'être humain qui a fait naître les allures de cette transformation. Et donc, il n'y a que le facteur humain qui peut garder cette dynamique et maintenir son cap ascendant aujourd'hui, et qui est très très muable et qui change du jour au lendemain. Donc, alors la formation de base, on n'en parle pas parce qu'elle nous donne ce socle commun qui va nous permettre de doter tous les secteurs productifs. Pour le digital, la formation de base en elle-même ne suffit plus pour venir à la satisfaction de toutes les demandes du marché, donc et des opérateurs économiques productifs dans ce secteur du digital. Donc on se dote d'instruments d'intermédiation active, c'est-à-dire on ne peut pas doter ce secteur à travers des mécanismes d'intermédiation passive en cherchant exactement le profil dont a besoin un opérateur économique. D'ailleurs, si on le trouve opérant chez un autre opérateur, et donc ça va se faire par turnover, chose qui est nuisible à l'économie. Du moment qu'il s'agit d'une dynamique de transformation qui se fait au quotidien, peut-être à l'heure, il va de soi qu'on ne peut pas l'accompagner par des mécanismes de dotation en ressources humaines, par des turnovers, par débauchage d'une entreprise à une autre. Sinon, notre économie serait condamnée à une stagnation et elle va rater le rendez-vous de cette transformation. Donc nécessairement, nous devons être dotés de mécanismes de reskilling, des mécanismes de reconversion qui vont permettre de rendre disponibles sur le marché des ressources suffisantes à charge pour l'entreprise d'en assurer la formation continue dans une dynamique interne de valorisation de la ressource humaine. Maintenant, la difficulté se situe en amont, c'est-à-dire avant le recrutement. Et là, l'ANAPEC, elle dispose bien sûr de capacités professionnelles reconnues en matière de sourcing, en matière de correspondance entre les profils d'entrée et les profils requis. Et nous sommes dotés d'instruments d'adaptation qui sont suffisamment financés par le gouvernement, puisque de toute évidence, ce reskilling et la disponibilité de la ressource humaine est à la charge de la communauté. Et notre pays, l'État, il assume cette responsabilité de rendre disponible la ressource humaine à travers des mécanismes d'adaptation que nous confectionnons d'une manière concertée avec les entreprises et avec les opérateurs privés de formation, dans une ingénierie concertée et une contractualisation tripartite entre les trois composantes. Jusqu'à présent, nous commençons à récupérer un petit peu et à rattraper le déficit qui était constaté, notamment en matière de ressources humaines, des emplois métiers basiques du digital, et ce sont les emplois métiers qui sont très sollicités, c'est les professionnels du code, le coding. Effectivement, il y a une pénurie, mais grâce à un cadre de contractualisation avec l'APEBI. Justement, j'allais rappeler que vous avez signé une convention avec l'APEBI dans ce sens, et pour répondre aux besoins des entreprises en termes de compétences IT. Quelles sont les solutions retenues? C'est simple. Un codeur est un opérateur essentiel dans la chaîne de production du digital. Ce n'est pas l'ingénieur qui serait difficile à rendre disponible en abondance sur le marché, mais on
a imaginé une solution qui passerait par la valorisation des jeunes qui sont titulaires de diplômes d'université marocaine, notamment dans des filières scientifiques, les maths, les physiques, la chimie, c'est-à-dire tous ceux qui ont des prédispositions initiales en matière de logique, en matière de mathématiques, parce que c'est ce qui s'approche du code, et moyennant une formation par alternance, dont le contenu est élaboré par la profession, par la corporation des entreprises du digital. Les opérateurs privés déroulent cette formation sous pilotage et surveillance conjointe de l'APB et de nous-mêmes, qui permettent par la suite d'avoir des jeunes reconnus, codeurs, dans certains langages qui sont très demandés par le marché. Alors, c'est un cadre qui prévoit la préparation de quelques milliers de jeunes. Cette année 2019, nous serons aux alentours d'1 millier. C'était l'année de démarrage. Des opérations de grande qualité sont en train de se dérouler en ce moment même. Bien sûr, nous profitons de l'existence au Maroc d'opérateurs de formation très sérieux, d'opérateurs de formation engagés à lever ce défi. Et l'opération, jusqu'à présent, se déroule correctement, voire même qu'elle a donné l'idée à d'autres pays, au point de solliciter à ce qu'ils puissent être servis de cette manière. Et nous, bien sûr, pourvu que ce ne soit pas du turnover sur l'entreprise marocaine, nous sommes disposés, parce que c'est une opportunité de valorisation de la jeunesse marocaine. N'oublions pas que les universités marocaines, à accès libre, ils mettent sur le marché des dizaines de milliers de jeunes. Tant mieux, c'est une richesse, c'est une énergie pour le pays. Maintenant, à charge pour nous, c'est-à-dire opérateurs publics et opérateurs privés, de fructifier tout ce trésor. On remarque une fuite des talents. Donc, quel impact en pleine période de transformation digitale? Je commence à être connu par ma réfutation quant à ce concept de fuite. Dans d'autres pays, on peut parler de fuite. Au Maroc, il n'y a pas de fuite parce que nous sommes un pays des libertés et nous sommes un pays des droits. Et le droit le plus fondamental d'un être humain, c'est la liberté et le droit à la mobilité. Nos jeunes ne sont pas séquestrés pour dire qu'ils vont fuir. Les jeunes Marocains sont mus par leur nationalisme, par leur attachement à leur pays. Leur mobilité n'est pas significative de l'opposé de dont on parle. Le problème, ce n'est pas dans cette mobilité, il est plutôt dans la rareté. Et avec des mécanismes innovants comme celui-ci, cette rareté, on la transcende et on va servir l'économie marocaine suffisamment. Et on va permettre à cette jeunesse qui aurait ce choix de mobilité d'être servie également pour bien jouir de son droit de mobilité. N'oublions pas que le Maroc est un pays qui a des traditions migratoires ancestrales et ça n'a toujours été que utile pour l'économie. Je ne donne pas les exemples de retour des devises, etc. Les transferts, ce n'est pas ça ce qui compte pour moi. Ce qui compte pour moi, c'est cet épanouissement du jeune. Maintenant, vous retenez le jeune par la force. Exactement, comment les retenir? On ne peut pas retenir. Retenir, c'est contraire au droit. Comment retenir une fuite des cerveaux? Qu'est-ce qu'on va faire à la frontière? Et à la frontière, on va installer des scanners qui vont mesurer les cerveaux. On est en pleine période de transformation digitale. Oui, en transformation digitale, on gagne une source disponible sur le marché en mettant sur le marché suffisamment de ressources. Maintenant, si on fait obstruction, je ne sais pas comment faire cette obstruction, on n'aurait pas gardé autant de ressources qu'on en a besoin et on n'aurait pas gardé une jeunesse disponible et engagée parce que ce n'est pas la force. Nous sommes sur un marché, il est fluide, il est ouvert. Les problématiques accessoires, le salaire et tout ça, c'est... Justement, quelles recommandations? Les recommandations paramétriques, salaire, je ne sais pas quoi, ce n'est pas le bon raisonnement. Peut-être à salaire égal, il y a un jeune qui a son propre projet de vie de se déplacer. Donc, ce n'est pas la peine de perdre du temps et de l'énergie à maîtriser tous les paramètres
qui expliquerait une mobilité ou un désir de mobilité. Il y a un désir de mobilité qui parfois se termine au bout de 2-3 mois ailleurs, et puis il y a le retour, ça dépend du projet de vie de tout à chacun. Il y a un grand risque d'interférer avec la logique de la liberté, la logique de droit à la mobilité. Et lorsqu'on aurait interféré, bon, par quelle force on va le faire? Est-ce que c'est l'État qui devrait le faire? Est-ce que c'est le temps d'avoir, au temps du digital, un État qui est là avec une barrière et je ne sais pas quoi? Quelle solution vous proposez, M. Medeni? La seule solution, c'est de travailler pour qu'il y ait de la disponibilité de la ressource humaine pour doter le marché national et pourquoi pas donner des opportunités à de la jeunesse qui parfois elle est en situation d'oisivité, d'aller servir d'autres économies. On a des amitiés avec des pays qui parfois ils peinent à trouver de la ressource humaine. C'est vrai, on ne va pas faire ça orienté pays étrangers, mais on doit mettre sur le marché suffisamment de ressources et les jeunes, à eux de choisir. Et fort probablement, la plupart des jeunes vont choisir à servir près de chez eux. Maintenant, la solution, travailler avec des mécanismes innovants pour que ce jeune, parce qu'on a des dizaines de milliers de jeunes qui sont pleins d'énergie, comment faire pour les... Travailler en concertation avec tous les parties prenantes. Moi, je pense, sur cette question, les parties prenantes sont les opérateurs économiques, les opérateurs de formation, privés bien sûr, parce que ça demande une agilité très rapide, et l'opérateur d'intermédiation active qui dispose de moyens qui devraient être agiles également pour que les mécanismes et les solutions soient établis le plus rapidement possible et être en réactivité à toute demande, à tout besoin prévisible à court et moyen terme. Sinon, toute la réforme que connaît le secteur de la formation dans notre pays viendrait à moyen terme pour rendre plus facile cette opération. Parce que ce reskilling dont on parle, cette reconversion dont on parle, c'est la reconversion de produits de l'université marocaine et des structures de formation de notre pays. Et au contraire, moi personnellement, je me réjouis. C'est vrai, ça fait de la peine à la sortie de l'université, des dizaines de milliers de jeunes. Ça fait de la peine. Mais cette richesse, les autres pays, ils n'en ont pas. Cette matière brute, les autres pays, ils n'en ont pas. Ceux qui viennent chercher, ils ne viennent pas chercher nécessairement les high-skilled. Ils viennent parfois même chercher la petite main-d'œuvre du digital. Donc, autant en mettre suffisamment sur le marché, servir l'économie nationale, servir l'économie d'autres pays amis. En quoi ça nous gêne? Au contraire, ça ne fait que repositionner notre pays en tant que pourvoyeur de la richesse la plus précieuse sur cette terre. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, les économies les plus développées, avec tout le capital qu'ils ont, avec tout le honneur qu'ils ont, et toute la technologie qu'ils ont, lorsqu'ils butent sur la pénurie de la main-d'œuvre, ils souffrent et leur économie elle est sous la menace. Donc vous voyez, donc, il faut lire les choses du côté positif et s'investir sur le côté positif, plutôt que maintenant, ça fait plus d'une année qu'on parle de la fuite de cerveau. Personne n'a été dans la capacité de me dire comment faire. Est-ce qu'on met un scanner à la frontière et mesurer la taille des cerveaux, rendre les beaux cerveaux et laisser partir les mauvais cerveaux? Ça n'existe pas. On serait dans un traitement vraiment réducteur à l'être humain et ce n'est pas des pratiques du Maroc d'aujourd'hui.